messieurs, bienvenue sur TPT+. Ensemble, partageons l'information. Au sommaire de ce journal, au Sénégal, le gouvernement suspend les voyages à l'étranger non essentiels des ministres, alors que le conflit américano-israélien avec l'Iran fait grimper les coûts mondiaux du pétrole. Au Soudan du Sud, des milliers de chrétiens envahissent les rues de la capitale lors d'une marche solennelle. Prions pour la paix du pays. Voilà l'essentiel des titres, à présent le journal. Merci de choisir TPT+, pour vous informer. Ouvrons ce journal. Après la réélection du président Denis Sassou Nguesso, une nouvelle page s'ouvre pour la République du Congo. Dans les rues, les marchés et les foyers, les attentes sont nombreuses et pressantes. Les Congolais, confrontés aux réalités économiques et sociales du quotidien, espèrent que ce nouveau mandat marquera un tournant décisif pour le pays. Michel Opakwele et Welcome Ayonde pour ce reportage. Réélu avec 94,90%, le président Denis Sassou Nguesso s'apprête à prêter serment le 16 avril prochain. À Brazzaville, sur les grandes artères comme dans les quartiers populaires, les attentes des Congolais sont nombreuses et sans détour. Dans les rues de la capitale, un constat s'impose. La population attend avant tout une amélioration concrète des conditions de vie. Accès à l'eau, à l'électricité, baisse du coût de la vie. Pour beaucoup, ces besoins de base restent une priorité absolue. L'emploi figure également au cœur des préoccupations. Jeunes diplômés ou non, nombreux sont ceux qui espèrent voir émerger de véritables opportunités dans les années à venir. Bon, ce que je peux seulement lui souhaiter qu'il puisse améliorer les conditions de vie des Congolais, qu'on puisse vivre en paix, qu'on puisse améliorer les routes, les voies, les écoles, les hôpitaux. Il y a certaines personnes qui meurent dans les hôpitaux là parce qu'ils ont manque de moyens financiers. Le boulot, on puisse construire des sociétés pour que les jeunes puissent travailler. Lui-même, il a dit dans ses discours de campagne qu'au niveau de la fonction publique, les quotas sont limités, la plus de place c'est pour la jeunesse. C'est bien beau, c'est lui, c'est le constat d'un président de la République. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour moi, il doit créer des emplois. En dehors de la fonction publique, les emplois peuvent être créés, soit en installant des usines, des industries légères, pour que ces jeunes-là, même étant à la fonction publique, même étant diplômés, ils peuvent aller travailler là où ces industries ou ces usines seront installées. Parce qu'une nation ne dépend pas surtout de la fonction publique. Mais au-delà de la fonction publique, certains appellent à un changement. Pour eux, le développement du pays passe nécessairement par la dynamisation du secteur privé. Car la fonction publique seule ne peut pas résoudre les problèmes d'une nation, affirme un autre habitant. Il plaide pour une véritable politique de soutien aux entreprises privées capables de créer de la richesse et de l'emploi sur le long terme. Chez nous, le Congolais, l'essentiel c'est d'avoir un diplôme. Tu prétends travailler toujours à la fonction publique. Mais la fonction publique ne résout pas le problème d'une nation. Les souverains publics ne résout pas le problème d'une nation. C'est plutôt au privé. Les 5 ans à venir, nous voulons voir les entreprises privées prospérer. Parce que comment se fait-il qu'une nation comme ça, on trouve seulement des maisons d'étage qui fleurissent? Mais ces maisons-là, l'abouti, c'est rien. C'est 2 ou 3 personnes, c'est des maisons privées. Ça ne crée pas des emplois. Oui, ça ne crée pas des emplois. Il faudrait qu'il y ait des entreprises privées qui peuvent embaucher les jeunes pour qu'au moins le pays soit prospère pendant les 5 ans à venir. Ils aspirent à un changement palpable dans leur quotidien au cours des 5 prochaines années. C'est un message de paix et d'encouragement. C'est vrai que lui, il est, pour moi, à l'âge que j'ai là, je me dis que lui, il a été au sort de l'indépendance. C'est un cadre au sort de l'indépendance. Donc, je suppose qu'il connaît les problèmes qui minent cette nation-là. C'est lui qui est capable de refaire notre nation, de l'amener à la prospérité. Là, aujourd'hui, nous sommes à 5 aujourd'hui. Mais c'est vrai, nous voyons les routes, les pavés, mais les entreprises, les emplois, il n'y en a pas. Les entreprises privées qui existaient avant, ça n'existe plus. Donc c'est là où on veut que vraiment qu'on sente un changement sur le 5e moment. Donc ça sous 5 ans, on sente vraiment un changement. La création d'emplois. Le compte à rebours est lancé, 5 ans pour redonner souffle à tout un peuple. Dans les rues de Brazzaville, l'attente est immense, mais la patience, elle s'amenuise. Désormais, une seule chose fera la différence, des résultats visibles, immédiats et durables.
Du 9 au 13 juin 2026 se tiendra à Brazzaville la 7e édition du Forum international des entreprises francophones sous le patronage du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Un événement qui sera co-organisé par l'UNOC et le JPF. Images et commentaires. Brazzaville abritera du 9 au 13 juin 2026 au Palais des Congrès la 7e édition du Forum international des entreprises francophones, FIEF en sigle, qui sera co-organisé par l'UNOC, Union nationale des opérateurs du Congo, et le JPF, le groupement du patronat francophone regroupant 60 organisations patronales adhérant sur les 5 continents avec 1 million d'entreprises. Placée sous le très haut patronage du président de la République, Denis Sassou Nguesso, cette édition réunira les acteurs majeurs du monde économique francophone. Entrepreneurs, investisseurs, décideurs, ne manquez pas cette opportunité unique de networking, de partenariat et de développement. La francophonie économique n'est pas qu'une idée, c'est un levier. Un levier de croissance partagée, un levier pour nos petites et moyennes entreprises, un levier pour la jeunesse, un levier pour l'Afrique. Ce rendez-vous n'est pas seulement un forum, c'est une opportunité, c'est une responsabilité, c'est maintenant. La francophonie économique, levier d'innovation, de partenariat durable et croissance incluse dans l'écosystème francophone, est le thème de cette 7e édition, puisque le FIEF est la plus grande plateforme de rencontres B2B de l'espace francophone. C'est un événement majeur pour le développement économique et la coopération entre entreprises francophones. En se tenant à Brazzaville, les opérateurs économiques tous azimuts vont bénéficier des écosystèmes économiques fiables qu'offre le Congo avec plusieurs opportunités, mais aussi du leadership du président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui, à chaque belle occasion, parle des avantages à investir au Congo-Brazzaville à travers un réseautage économique sûr et solide. Avec la 7e édition du FIEF 2026 à Brazzaville, c'est plus de 1000 participants attendus, plus de 40 pays représentés, plus de 50 conférences et ateliers, sans oublier plus de 200 entreprises exposantes. Devenez donc partenaire du FIEF 2026, associez votre marque au plus grand forum économique francophone et gagnez en visibilité auprès des milliers de décideurs et d'entrepreneurs. À Brazzaville, la mairie centrale a donné le coup d'envoi d'une opération d'envergure il y a plusieurs jours visant à numéroter les bus et taxis pour mettre fin aux pratiques anarchiques et améliorer la sécurité des usagers. Bonnet Missier et Welcome à Yaoundé. En tant que taximan, je pense que c'est pour avoir un numéro matricule de la voiture, je pense. Et je trouve qu'avoir un numéro matricule, ça nous permet de reconnaître les uns les autres. Nous sommes à l'aise puisque nous sommes les premiers d'en procurer. Nous demandons aux autres de venir massivement payer pour rouler calmement dans la ville. Si tu n'en as pas, tu ne vas pas bien travailler. Il est question justement que la collectivité locale de Brazzaville, la ville de Brazzaville, dote tous ses contribuables du secteur du transport. Donc nous entendons par là le transport des personnes et des marchandises d'un numéro d'ordre. Ce numéro d'ordre va nous permettre justement de contrôler, de réguler et de réglementer le secteur du transport. Mais préalablement à cela, nous avions cru bon créer une base de données parce qu'en fait, il n'y avait pas de base de données pour tous les transporteurs au niveau de Brazzaville. Nous ne savions pas combien de véhicules de transport de personnes ni de marchandises étaient au niveau de Brazzaville. Quels étaient les acteurs justement qui étaient conducteurs ou contrôleurs au niveau de ces véhicules? Nous ne les connaissons pas. Donc en fait, pour nous, c'était un peu dangereux. Nous parlons là de la sécurité parce que ce qui est fondamental pour nous, c'est la sécurité de nos usagers.
Dans la société congolaise, il n'est plus rare d'entendre cette phrase « tu es stérile » ou encore « tu nous fais un enfant quand ». Cette interrogation émanant des parents, amis et simples connaissances cache une pression sociale bien réelle. Les couples mariés ou non y sont confrontés de manière récurrente. Prince Charlie Chikaya, ce reportage. L'intrusion dans la vie privée des couples tend à se banaliser. Des sujets profondément intimes deviennent des conversations publiques. Au détour d'une réunion familiale ou d'un échange entre proches, la question « Quand vas-tu nous faire un bébé ?» répétée avec insistance peut rapidement devenir oppressante. Plus préoccupante encore, le contexte dans lequel elle est posée. Souvent, sans retenue ni délicatesse, et peut blesser profondément ceux qui la subissent. Dans la conception africaine, l'idée selon laquelle un couple doit nécessairement avoir des enfants reste solidement ancrée. Pour beaucoup, être en couple, voire marié, implique automatiquement la venue d'un enfant, comme une suite logique ou une obligation. De plus, les belles familles, le voisinage et l'entourage participent souvent à entretenir cette pression, parfois sans mesurer l'impact de leurs paroles. Seulement, certains par souci de préserver l'harmonie choisissent de se taire et d'encaisser en silence. Ces interrogations, en apparence anodines, peuvent en réalité devenir de véritables bombes émotionnelles. Face à cette situation, il devient urgent de sensibiliser sur le respect de la vie privée. Être en couple ne signifie pas automatiquement donner naissance à un enfant. Cela reste avant tout un choix personnel. Chaque année, des milliers de femmes et d'hommes subissent des violences au sein de leur couple, souvent silencieuses. La violence conjugale ne se limite pas aux coups ou aux blessures, elle laisse surtout des traces profondes dans la mémoire des victimes. Des détails avec Michel Opakwele et Eli Williams. Derrière les portes fermées des maisons, un drame se joue souvent loin des regards. La violence conjugale continue de briser des vies, laissant des blessures visibles, mais surtout des cicatrices psychologiques profondes. Longtemps considérée comme une affaire privée, elle est aujourd'hui reconnue comme une réalité sociale qui touche aussi bien les femmes que les hommes. Si les femmes restent les principales victimes, les hommes aussi subissent insultes, humiliations, manipulations ou violences physiques, souvent dans le silence par peur du jugement ou du ridicule. Car la violence conjugale ne choisit ni le statut social, ni l'âge, ni le genre. Elle s'installe progressivement, détruisant l'estime de soi et enfermant la victime dans une spirale de peur et de dépendance. Les impacts psychologiques sont lourds et durables: anxiété permanente, dépression, troubles du sommeil, isolement social, perte de confiance, stress post-traumatique. Certaines victimes finissent par croire qu'elles méritent ce qu'elles subissent. D'autres n'osent plus parler, convaincues qu'elles ne seront ni comprises ni soutenues. Le silence devient alors le meilleur allié de la violence. Sortir de cette emprise reste un combat difficile, mais possible. Reconnaître la violence est la première étape. Parler à une personne de confiance, consulter un professionnel, chercher un accompagnement psychologique ou social permet progressivement de reprendre le contrôle de sa vie. La reconstruction demande du temps, mais elle commence toujours par un geste: demander de l'aide. Dans ce combat, le rôle des proches est déterminant. Un ami attentif, un membre de la famille à l'écoute, un collègue bienveillant peuvent devenir un véritable refuge. Écouter sans juger, croire la parole de la victime, l'encourager et rester présent pour sauver une vie. Trop souvent, les victimes ne cherchent pas immédiatement des solutions, elles cherchent d'abord quelqu'un qui les comprenne. La violence conjugale n'est jamais une preuve d'amour ni une fatalité. Elle est une alerte qui doit mobiliser toute la société, briser le silence, soutenir sans condamner et tendre la main à ceux qui souffrent sont des actes essentiels pour transformer la peur en espoir et permettre aux victimes de se reconstruire. Parce qu'aucune personne ne devrait vivre dans la peur là où elle devrait se sentir en sécurité. Le cyberharcèlement en ligne devient un fléau qui prend de l'ampleur en République du Congo par des insultes, la calomnie, des menaces via TikTok, Facebook et bien d'autres plateformes. Bonel Messier et welcome Ayonde pour ce reportage.
La République du Congo n'est pas épargnée par la cybercriminalité, un phénomène qui prend de l'ampleur dans le monde entier. Les réseaux sociaux en particulier sont devenus un terrain fertile pour les cybercriminels qui s'en prennent à la réputation et à la vie privée des internautes. L'harcèlement en ligne est l'une des formes les plus courantes de la cybercriminalité au Congo, telle que sur TikTok. Les victimes sont souvent des femmes, des jeunes, des personnes publiques qui sont exposées à des insultes, des menaces et des diffamations sur les réseaux sociaux, soit pour leur apparence, soit par des actes sexuels où leurs sextapes sont mis en miniature. Les réseaux sociaux sont également utilisés pour propager la mauvaise information et des rumeurs qui peuvent nuire à la réputation des individus et des institutions. Ce que tu écris peut briser une vie. La violence en ligne est réelle. Réfléchis avant de cliquer. Comme en ligne, il est très important que le respect des autres soit la règle de base. Les mots ont le pouvoir de blesser ou de guérir. Utilise-les avec soin et bienveillance. Car la loi numéro 27-2020 du 5 juin 2020 portant lutte contre la cybercriminalité punit quiconque profère une insulte par le biais d'un système d'information. Et n'oublie pas, nul n'est censé ignorer la loi. Rien à voir avec ce qui précède. Parlons hygiène à présent. Dans plusieurs marchés de Brazzaville, les étals débordent de produits alimentaires attirant quotidiennement des centaines de consommateurs. Mais derrière cette abondance, un constat s'impose. De nombreux aliments restent exposés à l'air libre, ce qui soulève des questions ou des préoccupations liées à l'hygiène et à la sécurité alimentaire. Onel Messier et Eli Eliums. Dans plusieurs marchés de Brazzaville, un constat saute aux yeux. De nombreux aliments destinés à la consommation sont exposés à l'air libre, parfois sans protection adéquate. Fruits, légumes, poissons fumés, viandes et produits transformés sont souvent présentés directement sur les étals improvisés, à la merci de la poussière, des insectes et des variations climatiques. L'absence des vitrines réfrigérées, de couvertures protectrices ou d'espaces aménagés favorise l'exposition prolongée des aliments, augmentant ainsi les risques de contamination. Pendant qu'il y a des lieux appropriés qui étaient convenus et dirigés par l'État. Mais ces mamans ne comprennent pas. Elles viennent vendre des choses par terre, nous voyons, et ça crée des embouteillages. Ainsi que pour la santé de la population. Nous avons plusieurs types de microbes. Pendant que vous vendez des tomates comme des ciboules et d'autres choses, des citrons, en étalant ça par terre, et ça donne des maladies envers la population. Mais nous ne rendons pas compte. Ce que nous voyons, c'est plus des mamans là, et c'est plus leurs bénéfices et leur côté gagnant. Mais ils ne voient pas la santé de la population. Malgré les efforts des autorités pour réglementer la vente des aliments dans les rues, en particulier les marchés, les vendeurs continuent de vendre et exposer leurs produits sans aucune précaution. L'État a donné des lieux appropriés, mais ces mamans ne veulent pas écouter tant qu'on va envoyer des policiers pour pouvoir débarrasser de ces mamans. C'est là ils vont dire non, les policiers ils sont pas bons, c'est la politique et tout. Mais pendant qu'il y a le marché, restez dans le marché. Quand le marché n'est pas en bon état, c'est aussi à vous de nettoyer. C'est pas seulement l'État qui peut venir nettoyer à votre place. C'est vous le vendeur du marché. Préserver la santé commence aussi par de petits gestes. Couvrir les aliments, renforcer l'hygiène et sensibiliser les vendeurs comme les acheteurs. Car derrière chaque produit exposé se joue non seulement la confiance du consommateur, mais aussi la protection collective. Hors de nos frontières au Sénégal, le gouvernement a suspendu les voyages à l'étranger non essentiels des ministres. Les autorités redoutent une période extrêmement difficile à venir alors que le conflit américano-israélien avec l'Iran fait grimper les coûts mondiaux du pétrole, mettant à rude épreuve le budget national. Suivez. Le gouvernement sénégalais a suspendu tous les déplacements à l'étranger non essentiels des ministres et des hauts fonctionnaires. Les autorités avertissent d'une période extrêmement difficile à venir, alors que le conflit américano-israélien avec l'Iran fait grimper les cours mondiaux du pétrole, mettant à rude épreuve le budget national. S'exprimant vendredi soir lors d'un événement destiné aux jeunes de la ville côtière de Mbour, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a souligné que le prix du baril de pétrole s'élevait à environ $115, soit près du double des $62 par baril prévus dans les projections budgétaires du Sénégal. Les gouvernements de la région de l'Afrique de l'Ouest et du monde entier se sont empressés de réagir à la crise en prenant des mesures telles que les hausses des prix du carburant. Ousmane Sonko dit avoir invoqué ces mesures afin de justifier les initiatives prises par le Sénégal, un pays fortement endetté. Le chef du gouvernement sénégalais a promis d'autres mesures supplémentaires et une annonce du ministre de l'Énergie et des Mines est attendue dans les jours à venir.
Des milliers de chrétiens envahissent les rues de la capitale lors d'une marche solennelle reconstituant la crucifixion de Jésus pour célébrer le Vendredi Saint tout en priant pour la paix au Soudan du Sud. Images et commentaires. Une procession religieuse pour la paix au Soudan du Sud. Des milliers de chrétiens ont pris d'assaut les rues de Djuba pour invoquer les saints au nom de la stabilité. La marche solennelle au cœur de la capitale a reconstitué la crucifixion de Jésus-Christ à l'occasion du Vendredi Saint. Le pays est en proie à la guerre civile et l'Église a voulu jouer son rôle en ce week-end pascal. Nous prions pour que nos dirigeants changent d'avis. Nous demandons maintenant à Jésus-Christ lui-même d'intervenir. Tous les efforts ont été tentés, mais nos dirigeants restent inflexibles et ne veulent pas les uns les autres. Ils ne veulent pas la paix. Ils ne veulent pas la réconciliation. Ils ne veulent qu'opprimer. Ils ne veulent que diviser. Ils veulent se battre. Des moments de dévotion, d'invocation et même parfois dans la prosternation devant les représentations divines, les fidèles soudanais cherchent la paix que les politiques peinent à trouver. Nous avons besoin de Dieu pour nous apporter la paix. La paix, c'est ce dont nous avons besoin chaque jour et nous prions pour la paix chaque jour. J'espère que Dieu exaucera notre prière et nous aidera à trouver la paix car la paix c'est l'unité. L'histoire du Soudan du Sud est marquée par la guerre. Nous avons grandi au milieu des guerres. J'en ai donc vraiment assez. Nous avons besoin de paix, d'une nouvelle page pour le Soudan du Sud. Nous regorgeons de ressources, mais à cause des conflits, nous ne pouvons rien faire. Difficultés économiques, difficultés sociales, bouleversements politiques et interventions militaires. Il y a un mois, l'ONU décrivait un climat politique et sécuritaire délétère au Soudan du Sud, malgré un fragile accord de paix et une situation humanitaire critique, oubliée par l'opinion internationale. Et pour terminer au Colisée, le pape Léon XIV a porté la croix tout au long de la procession du Vendredi Saint. Le souverain pontife a souligné que ceux qui détiennent l'autorité devront répondre devant Dieu de la manière dont ils exercent leur pouvoir. Suivez. Image marquante de la Semaine Sainte pour les catholiques, le pape Léon XIV a porté la croix tout au long de la procession du Vendredi Saint. Prima stazione, quies in celis, sanctificetur nomen tuum. Le souverain pontife a passé les 14 stations du chemin de croix du Colisée de Rome, une première depuis des décennies. Au cours de l'événement, Léon XIV a fait plusieurs références aux conflits en cours à travers le monde, évoquant notamment le pouvoir de déclencher une guerre ou d'y mettre fin. La première semaine sainte de Léon XIV se poursuit samedi soir avec la veillée pascale marquant la résurrection du Christ. Dimanche, il tiendra une messe en plein air sur la place Saint-Pierre. Que votre vie soit remplie de douceur, de joie, de paix et surtout de chocolat. Joyeuse Pâques à tous. Vous l'avez compris, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Excellente suite, surtout pour la télévision plus, la chaîne du moment. La semaine prochaine, vous retrouverez Brady Marden. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt.